Si tu peux ranger ton téléphone, ça serait bien pour qu'on démarre. Merci à tous d'être présents sur cette session et je voudrais commencer par vous poser une question, le temps que Patrick veuille bien ranger son téléphone. Parmi vous, combien de personnes ici ont utilisé leur smartphone depuis ce matin pour envoyer un message texte avec une messagerie instantanée, soit du WhatsApp, soit du SMS, du Signal? Levez la main si vous avez envoyé un message texte. Ah oui, je vois quand même beaucoup de mains qui se lèvent. Maintenant, je voudrais vous poser une autre question. Combien d'entre vous travaillent dans une organisation qui utilise les messages textes pour prendre des commandes? Donc, des messages textes toujours en SMS, WhatsApp, Signal. Je vois 3 personnes. 3 personnes, donc beaucoup moins. Donc il y a quand même un petit paradoxe. Hein. On est vraiment sur un usage du message, de la messagerie instantanée qui est ancré aujourd'hui dans nos usages quotidiens. Et pourtant, on s'en sert encore assez peu pour la relation client et en particulier pour la prise de commande. Donc je vous propose de commencer cette session par un exemple d'une entreprise qui a mis en place des agents IA pour la prise de commande par WhatsApp. Mais avant de commencer avec cet exemple, je voudrais qu'on se présente. Donc, je suis Lior Pérez, je suis spécialiste solution architecte AI et machine learning chez AWS et j'ai le plaisir de présenter cette session avec Patrick Sarr, qui est solutions architect chez AWS également. Et nous aurons le plaisir d'accueillir dans la deuxième partie de la session Bastien Rolando, qui travaille chez Conto et qui nous présentera également un cas d'utilisation des agents IA dans la transformation des process de son entreprise. Alors, je vous ai promis un exemple sur l'utilisation de l'IA générative dans la prise de commande via WhatsApp. Donc ici, on a un exemple de l'entreprise Holcim. Holcim, c'est un leader mondial des solutions de construction. C'est une entreprise que vous connaissez probablement à travers un certain nombre de ces marques qui sont distribuées en France, comme Lafarge, par exemple, pour le béton, ou PRB pour les enduits de façade. Et donc, chez Holcim, ils avaient un problème qui était que pour les commandes de ciment passées par les professionnels, donc on parle de gens qui commandent le ciment par camion entier, eh bien, pour ces commandes, plus de 75% de ces commandes étaient encore passées par téléphone, par des appels téléphoniques. Et donc, ils souhaitaient pouvoir amener leurs clients vers des moyens plus fluides et des moyens numériques de commande. Et donc, ils ont examiné les usages de leurs clients et comme la plupart d'entre vous, leurs clients utilisent au quotidien WhatsApp pour communiquer avec leurs partenaires, avec leurs fournisseurs. Et donc, ils se sont dit, pourquoi on ne mettrait pas en place un système de prise de commande par WhatsApp? Donc, c'est un chatbot conversationnel qu'ils ont mis en place pour la prise de commande pour leurs clients B2B. Donc, ici, on parle de clients de type chef de chantier qui commandent des camions de ciment. Donc, ce système leur permet de simplement envoyer un message WhatsApp à Holcim dans lequel ils demandent la livraison d'un camion de ciment. Ils vont dire « je voudrais un camion de ciment pour jeudi après-midi sur mon chantier de Garoucha ». À partir de là, le système connaît le client, il connaît son historique de commande et il connaît également les contrats qu'il a avec l'entreprise, donc il va pouvoir lui faire une proposition de commande automatique. Et donc le client va pouvoir modifier son souhait de commande directement en langage naturel en disant je voudrais plutôt tel type de ciment et je le voudrais plutôt pour 16 heures. Et le système, l'agent IA, donc, va automatiquement comprendre les demandes du client, va modifier la commande et le client n'a plus qu'à confirmer. Et donc pour citer Juan Beltran d'Holcim, en intégrant l'IA dans un canal de communication familier très utilisé, nous rendons le processus de commande plus simple, plus rapide et plus personnalisé pour nos clients. Donc voilà pour ce premier exemple d'utilisation des agents d'IA générative pour la prise de commande via WhatsApp. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de poursuivre cette session avec deux grandes thématiques. Une première thématique où nous allons vous présenter les briques techniques qu'AWS met à votre disposition pour automatiser des processus métiers avec l'IA générative.
Et dans un deuxième temps, nous accueillerons Bastien de Conto, qui vous parlera d'un cas d'utilisation dans son entreprise de traitement automatique de factures pour l'approbation de crédit, toujours avec des agents d'IA génératifs. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Patrick pour la partie sur les briques techniques. Merci Lior. Alors, premier élément, effectivement, les briques techniques. Alors, elles sont au nombre de 3. Alors, en tout premier, les modèles de fondation, en particulier les LLM ou grands modèles de langage, sur lesquels vont s'appuyer les solutions qu'on va pouvoir mettre en place, et notamment les 2 autres briques techniques, donc les agents dont on parlera dans un instant, et les garde-fous, les protections qu'on peut mettre en place pour assurer une utilisation responsable de l'IA et se protéger contre des erreurs potentielles de nos systèmes à base d'IA générative. Alors, commençons par les modèles fondations. Alors, l'idée, et c'est ce que propose AWS, c'est de fournir l'accès le plus large possible à toute une série de modèles de fondation. Donc, si vous êtes présent depuis ce matin, ou en tout cas depuis le début de l'après-midi, vous avez certainement entendu parler d'Amazon Bedrock, qui est le service entièrement géré, qui propose une vaste gamme de modèles fondations de différents fournisseurs, Anthropic, Meta, certains qu'on a vus ce matin dans la keynote, le Mistral, et bien d'autres. Alors, en dehors de ces modèles de fondation sur étagère, vous avez bien entendu la possibilité de les customiser. Vous pouvez faire du fine-tuning, vous pouvez faire de la distillation. Vous pouvez aussi importer vos propres modèles de fondation que vous avez préparés et que vous souhaitez utiliser à travers l'interface de Bedrock, qui vous permet au final d'utiliser la même interface pour toute une série de modèles différents et donc facilement switcher de l'un vers l'autre. Alors en plus de ces modèles sur étagère, des modèles que vous pouvez customiser, des modèles que vous pouvez importer, Bedrock fournit une palette d'outils, que ce soit pour constituer des bases de connaissances, pour construire des flows, des flux déterministes d'exécution de processus, depuis la requête utilisateur jusqu'à la réponse finale, et puis aussi pour créer des agents, on va en parler dans un instant, créer des garde-fous, et tout ça en utilisant la même plateforme AWS, les mêmes contraintes de sécurité qu'AWS met en place afin de vous garantir la confidentialité et la protection de vos données. Donc, extrêmement important, les fournisseurs de modèles, y compris AWS, n'ont pas accès à vos données quand vous les consommez à travers l'interface de Bedrock. Deuxième brique technique, premier cœur de sujet pour cette session, ce sont les agents. Alors, quelle est l'idée derrière les agents d'IA générative? C'est au final de permettre à ces grands modèles de langage de pouvoir utiliser des systèmes tierces, des systèmes externes, et de ne pas être confinés uniquement à leur propre contexte cloisonné. Alors, si on essaye de donner une définition d'un agent d'IA générative, on va dire que c'est un système qui est à la fois autonome et qui est capable d'une certaine manière de raisonner, de créer un plan d'exécution et de mettre en place ce plan, de définir des actions et d'exécuter ces actions. Alors comment est-ce qu'il va le faire? Il a accès à un certain nombre d'outils qu'on va lui mettre à disposition pour remplir sa mission, y compris des accès vers des données qui vous appartiennent et qui peuvent lui être utiles pour pouvoir remplir la mission que vous dévouez à cette application d'IA générative. Alors si on regarde d'un peu plus près, il va y avoir différents composants au sein de cet agent. Alors bien entendu, le composant le plus important finalement, c'est le cerveau, ce qui va lui permettre de créer ce raisonnement et d'élaborer un plan. Alors pour ça, il va utiliser différentes briques. Donc un premier module qui va lui permettre de créer des plans d'exécution et au final de déclencher des actions pour pouvoir suivre le raisonnement qu'il a mis en place. Secondon, un module qui va lui permettre d'accéder à une mémoire de type court terme, moyen terme ou long terme afin de pouvoir utiliser un contexte étendu qui est lié aux différentes interactions qu'il a avec l'utilisateur, avec d'autres agents, avec d'autres systèmes externes.
Et enfin, un module qui lui permet de consulter, d'utiliser les outils qu'on va lui mettre à disposition. Alors concrètement, si on prend un exemple d'agent assez proche de l'exemple qu'a utilisé Lior au début, donc on a par exemple un agent de prise de commande qui va pouvoir vérifier la validité de la commande qu'on va passer, récupérer le prix des différents éléments qui composent la commande, et puis passer la commande en s'appuyant sur un microservice de prise de commande qui lui-même s'appuie sur une base de données commerciale. Voilà. Donc ça, c'est un exemple relativement simple d'agent qu'on peut mettre en place. Alors, que propose Bedrock pour cela? Et donc, il y a une fonctionnalité agent sur Amazon Bedrock, mais qui permet, bien entendu, d'utiliser les différents modèles sur étagère proposés par Bedrock, mais aussi d'utiliser les autres fonctionnalités proposées par Bedrock, telles que l'utilisation de bases de connaissances, que vous entièrement gérées par Bedrock, l'utilisation de garde-fous, on en parlera dans un second temps, et aussi la gestion de la mémoire, donc cette mémoire court, moyen, long terme, qui peut être utile aux interactions et au contexte de l'agent. Et puis, on va définir, donc Bedrock Agent permet de définir un certain nombre d'actions que l'agent va pouvoir utiliser pour remplir sa mission. Alors Bedrock, comme pour les autres interactions, les autres appels d'API que vous pouvez faire quand vous appelez un agent à travers son API, va aussi fournir la traçabilité, la surveillance du comportement de l'agent, qui peut être utile par exemple pour faire du débugage ou tout simplement la surveillance une fois le déploiement en production. Et dernièrement, on a rajouté la possibilité d'avoir une collaboration entre plusieurs agents. Alors, vous me direz, à quoi ça va nous servir, cette collaboration entre plusieurs agents? Alors, si je reprends l'exemple précédent, on a notre agent de prise de commande, et puis on décide de le faire évoluer. Donc, on va sortir une V2 à laquelle on va ajouter une fonctionnalité, par exemple la possibilité de consulter un catalogue produit, et ainsi de suite. Donc, on va sortir une V3 à laquelle on va rajouter la possibilité, par exemple, de modifier une commande en cours, de consulter le statut de ces commandes, etc., etc. On va sortir une V4 et puis une V5. Et finalement, vous voyez grandir le système. Pour ceux qui sont dans l'IT depuis un certain temps, ça vous rappelle certainement des choses. On arrive à voir apparaître finalement un agent monolithe. Alors bien entendu, ça génère un certain nombre de défis. Premièrement, on a une complexité accrue. On est parti d'un agent relativement simple et au final, on a un agent qui doit gérer toute une série de tâches qui peuvent être plus ou moins simples, plus ou moins complexes les unes des autres. Pour ce faire, on a dû complexifier le prompt qui est propre à l'agent pour qu'il puisse savoir comment remplir sa mission, ces nouvelles missions qu'on lui a ajoutées au fil du temps. Et ce qu'on constate en cours de test, en cours d'exécution, c'est que finalement, on a un agent qui parfois perd un petit peu les pédales. Alors qu'il peut, soit sur une requête, utiliser les mauvais outils pour certaines de ses tâches, ou bien passer des paramètres qui ne sont pas ceux attendus par les outils qu'il contacte. Et au final, on tend à avoir, dans plusieurs cas, des réponses incohérentes. Non seulement ça, mais en plus, on a un agent qui, du fait de la complexité, des prompts accrus, est plus lent à exécuter. Du fait de cette complexité des prompts, on est obligé de compter sur des modèles de plus en plus haut de gamme, et donc plus onéreux, et également plus lents à exécuter. Et on a parfois aussi un agent qui est, du fait de ces nombreuses missions qui lui ont été ajoutées, doit itérer beaucoup plus souvent qu'il ne devrait pour arriver à une réponse. Alors, quelle est l'approche pour résoudre ce problème? Un petit peu comme une approche traditionnelle dans l'IT, on va chercher à casser le monolithe et notamment à mettre en place plusieurs agents ciblés, chacun sur une mission bien spécifique et qui se cantonnent à cette mission, à cet objectif. Alors ça nous permet de simplifier la gestion des agents qui vont être cantonnés à certaines tâches extrêmement spécifiques. Alors, est-ce qu'on a résolu pour autant le problème de bout en bout? Pas totalement. Premièrement, parce qu'on a des agents qui sont spécifiques et sont plus à même de remplir chacune de leurs missions, mais qui restent cloisonnés. Donc on n'a
pas encore répondu à comment est-ce qu'on va faire identifier le bon agent pour répondre à une requête d'un utilisateur. Donc, ce qui peut amener à une expérience un petit peu dégradée pour l'utilisateur final. Deuxièmement, si on le cherche à mettre en place soi-même, on va se rendre compte que finalement, mettre en place du multi-agent, ce n'est pas si évident que ça. Il y a plusieurs choses à prendre en compte pour s'assurer qu'il soit d'une part évolutif et qu'on ait suffisamment de fiabilité dans le comportement de cette collaboration entre les différents agents. Et du fait de la rapidité de l'évolution des technologies autour de l'IA générative, c'est en plus extrêmement difficile de suivre le rythme de ces évolutions pour des personnes dont ce n'est pas forcément le cœur de métier, d'organiser cette orchestration et cette collaboration entre les différents agents. Et au final, on n'a pas nécessairement répondu de manière systématique à comment est-ce qu'on va organiser cette collaboration multi-agent dans tous les cas. Donc on a résolu peut-être un cas spécifique, mais ce n'est pas pour autant qu'on sait le faire dans n'importe quel cas. Et c'est là qu'intervient la collaboration multi-agent proposée par Bedrock, c'est de pouvoir assembler de manière plus simple ces différents agents entre eux, derrière un agent qui va superviser la coordination entre les différents agents spécifiques qui doivent remplir certaines tâches, qui va aussi unifier la manière dont ces agents communiquent entre eux et cette manière de les piloter, tout en garantissant la même observabilité qui était déjà possible pour chacun de ces agents individuellement. Et enfin, ce qu'apporte aussi cette collaboration multi-agent, c'est toujours la possibilité de mettre en place des garde-fous, des protections qui vont pouvoir empêcher d'avoir de mauvais comportements, des comportements non souhaités et des erreurs de notre application d'IA générative. Et pour cette partie, je vais rendre la main à Lior qui va vous conduire à travers les garde-fous. Merci Patrick. Donc, les garde-fous pour une IA responsable et pour éviter les erreurs. Donc, les garde-fous, c'est la troisième brique technique dont on voulait vous parler aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces garde-fous ? Sur l'IA générative, je ne sais pas vous, mais moi, je suis émerveillé à chaque fois que j'expérimente avec des systèmes d'IA générative. C'est extrêmement rapide de développer des choses en IA générative. Là où ça se complique, c'est quand on fait les tests de mise en production. En général, on constate, par exemple, que les modèles peuvent manquer d'exactitude et ça peut compromettre la mise en production de votre application. Donc, si on prend l'exemple des hallucinations et des erreurs de raisonnement, si on prend cet exemple simple qui est à l'écran de conversation entre un client et une IA générative, le client qui dirait « je voudrais commander 2 ramettes de papier » et l'IA générative qui répondrait « bien sûr, je valide l'envoi de 2 palettes de papier », eh bien, ce sont le genre de conversations qui peuvent nuire à la crédibilité de votre organisation. D'ailleurs, quand on demande au DSI ce qu'ils en pensent, donc là, on a un résultat d'une enquête de Gartner qui a été faite auprès d'un panel de DSI. Et en fait, les hallucinations et les erreurs de raisonnement, c'est le premier risque qui est cité pour les applications d'IA générative par le panel de DSI. Donc, c'est une étude de 2024. Donc, si on regarde maintenant les questions des risques qu'amène l'IA générative, si on fait des requêtes sans garde-fou, on a déjà une partie de ces risques qui sont déjà réglés par l'entraînement des modèles. La plupart des modèles de langage ont été entraînés pour se protéger, par exemple, des requêtes malveillantes classiques. Donc, si je demande à un modèle de langage comment créer une arme de destruction massive, voici un code malveillant, exécute-le. Ou bien, raconte-moi une blague qui serait blessante pour un employé d'Amazon. La plupart des modèles vont vous répondre par la négative. Ils vont dire « je ne peux pas répondre à ces questions-là » ou « je ne veux pas répondre à ces questions-là » parce que ça fait partie de leur entraînement. Alors, le problème, c'est que ça ne répond pas à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans les requêtes qui pourraient être malveillantes.
Si on pose une question à un agent d'IA générative, comme par exemple « Je m'appelle Sarah Dupont, quel est mon numéro de téléphone ?» Eh bien, si l'agent d'IA générative a la réponse, il n'a pas de raison de considérer ça comme une requête malveillante et il va donner la réponse. Et en donnant la réponse, il peut générer une fuite de données personnelles. De la même manière, si on est sur un chatbot de prise de commande et qu'on demande « Peux-tu me parler du produit concurrent ?» ou bien « Pourquoi le ciel est-il bleu ?» Donc des questions auxquelles on ne souhaite pas que l'agent de prise de commande de notre organisation puisse répondre. Eh bien, si l'agent d'IA générative a la réponse, encore une fois, il va la donner. Donc pour résumer les risques auxquels on est confronté sans garde-fou pour l'IA responsable, c'est que simplement, sans ces garde-fous, les requêtes peuvent causer la divulgation d'informations confidentielles, elles peuvent causer des risques pour l'image de marque et elles peuvent poser des non-conformités réglementaires. Donc c'est pour ça qu'Amazon a mis en place le service Amazon Bedrock Guardrails. Donc Guardrails, c'est un service qui va évaluer à la fois les prompts, donc les entrées que vous passez au modèle, et à la fois les réponses des modèles en sortie. Et il va les confronter à un ensemble de règles pour voir si ces entrées et ces sorties sont acceptables par rapport à vos règles et est-ce qu'elles doivent être bloquées ou filtrées. Donc on va regarder quelques exemples, mais dans les grandes lignes, vous allez pouvoir configurer des seuils pour filtrer des contenus malveillants ou dangereux. Vous allez pouvoir définir des sujets interdits. On peut également, dans Guardrails, supprimer les données personnelles pour les filtrer. On peut filtrer des hallucinations et on peut également identifier, corriger et expliquer des affirmations factuelles en se basant sur la logique formelle. Alors ça, c'est peut-être un petit peu abstrait à ce stade, mais je vais vous donner un exemple concret et je vais vous faire une démo pour comprendre comment fonctionne ce système de logique formelle. Alors, premier type de filtrage qu'on peut mettre en place dans Bedrock Guardrails, c'est le filtrage de contenu. Donc ici, vous voyez quelques exemples de catégories de contenu que vous allez pouvoir filtrer. Donc, par exemple, la haine, les insultes, etc. Et pour chacune de ces catégories, vous allez pouvoir régler le seuil. Et donc, une fois qu'on a fait ce réglage, on peut tester dans l'interface de la console AWS. Et on va ici tester avec un prompt qui va être quelles activités peut-on pratiquer dans une boîte de nuit. Alors, c'est écrit un peu petit, mais voilà, je vous lis le prompt. Et la réponse ici a été bloquée parce qu'on a mis tous les garde-fous sur le seuil le plus élevé de filtrage. Et donc la réponse a été bloquée. Je vous laisse imaginer le type de contenu qui a pu être bloqué dans la réponse du modèle, même si la réponse d'origine n'était pas particulièrement elle n'était pas particulièrement malveillante, mais il y avait des sujets qui ne faisaient pas partie des sujets autorisés ici. Deuxième type de filtrage qu'on peut mettre en place, ce sont les sujets interdits. Donc si, par exemple, pour des questions réglementaires, vous ne souhaitez pas que votre chatbot donne des conseils en investissement, eh bien, vous pouvez définir ce que c'est qu'un conseil en investissement. Donc, on le définit en langage naturel. On y ajoute des exemples de phrases, des exemples de questions que les utilisateurs pourraient poser. Et à partir de là, Bedrock Guardrails va pouvoir détecter ces sujets dans les questions et les réponses du modèle. De la même manière, on peut filtrer les informations sensibles. Si on veut masquer les données personnelles des utilisateurs, on peut choisir dans un catalogue de données personnelles tous les types de données que vous souhaitez filtrer. Vous pouvez aussi définir vos propres catégories d'informations sensibles avec des expressions régulières. Et vous pouvez dire si vous souhaitez que les données soient filtrées, donc simplement masquées, ou bien si vous voulez complètement interdire l'entrée ou la sortie de passé. Et enfin, le dernier type de filtre dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont les vérifications par raisonnement automatisé. Donc ça, c'est en preview actuellement, et c'est un système qui permet de détecter des erreurs factuelles grâce à un raisonnement logique. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, je vous propose
d'abord, je vous explique dans les grandes lignes comment ça se configure, et ensuite, je vous proposerai un exemple qui va vous permettre de fixer les idées. Alors, le principe général, c'est que, dans un premier temps, vous créez une politique de raisonnement automatisée à partir de vos règles métiers. Ensuite, vous allez configurer cette politique pour être utilisée dans Guardrails. Et enfin, dans un troisième temps, Guardrails va utiliser cette politique pour filtrer les réponses qui ne sont pas conformes à votre politique. Alors, pour fixer les idées, voici un exemple très concret. Imaginez que vous ayez un chatbot de ressources humaines. Donc, ce chatbot de ressources humaines va répondre à un certain nombre de questions sur votre politique de ressources humaines, et donc il va falloir qu'il connaisse cette politique. Et donc, vous allez fournir cette politique à Bedrock Guardrails. Donc, imaginons que dans cette politique, on ait une règle qui est par exemple que les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté ou dont l'échelon est supérieur à 6 sont autorisés à prendre un congé sans solde pouvant aller jusqu'à 1 an. Alors, vous avez sans doute plein d'autres règles dans cette politique, mais là, on va se concentrer sur l'une des règles de la politique qui aura été extraite par Bedrock Guardrails Automated Reasoning. Donc, la première chose que vous faites pour configurer le raisonnement automatisé, c'est que vous fournissez les documents qui décrivent votre politique en utilisant la console Amazon Bedrock, et vous le fournissez sous la forme d'un document texte. Amazon Bedrock va analyser votre document, il va identifier chacune des règles et il va identifier le schéma des concepts. Donc dans cette règle, on a 3 concepts, l'ancienneté, l'échelon et le fait que le congé est autorisé. Donc il va extraire ce schéma, puis il va identifier des règles formelles, donc il va créer une sorte de logigramme à partir de ce schéma des concepts. Donc ici, le logigramme dit que si l'ancienneté est supérieure à 10, alors on autorise, sinon on vérifie si l'échelon est supérieur à 6, alors on autorise, sinon on n'autorise pas. Voilà. Ça, c'est la règle formelle qui a été extraite de votre document de politique de congé. Et ensuite, avec cette extraction, il va pouvoir automatiquement vérifier si la règle logique est bien respectée à chaque fois qu'il y a une réponse du modèle. Donc, je vous propose une démonstration du fonctionnement de Bedrock Guardrails. Donc, dans la console AWS, vous allez simplement cliquer sur Automated Reasoning et vous allez créer la politique. En créant la politique, vous allez fournir votre document de politique. Vous allez simplement lui transmettre un document texte qui contient l'ensemble de vos règles métiers. Et vous pouvez également ajouter un prompt dans lequel vous allez expliquer à Bedrock Guardrails ce qu'il doit chercher dans cette politique. Donc ici, vous allez expliquer qu'on est dans le cadre d'un chatbot de ressources humaines. Vous pouvez donner le type de questions que les utilisateurs vont être amenés à poser. Ça va permettre à Guardrails de mieux comprendre comment il doit analyser la politique, quel type de règles il doit en extraire et comment il doit la lire. Donc ça va prendre quelques secondes pour que Bedrock puisse analyser votre politique de congé. Et une fois qu'il aura analysé cette politique, on va voir les différentes variables qu'il aura extraites de cette politique. Donc ça, c'est le schéma des concepts dont on a parlé juste avant. Et on va voir également toutes les règles que le système a identifiées dans votre document. Donc vous voyez ici l'analyse qui a été faite par Guardrails. Toutes les règles se trouvent sur le haut du document. Et en bas, on voit toutes les variables qui constituent donc le schéma des concepts qui va être utilisé pour analyser la validité de chacune des règles lors des réponses du modèle. Donc ici, on va tester le guardrail. Donc on va mettre une question, par exemple, je suis un employé en CDD, est-ce que je suis autorisé à prendre un congé ? Une réponse, et donc on donne une réponse et on va pouvoir voir ici que le système n'a pas validé la réponse. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que il nous dit pour quelle raison le système n'a pas validé. Il nous dit exactement quelle est la règle qui n'a pas été respectée. Et le fait de savoir quelle est la règle qui n'a pas été respectée, ça permet ensuite de renvoyer l'information au modèle avant de la faire passer à l'utilisateur pour lui dire « Attention, ta réponse ne respecte pas telle règle.
ou qu'il faudrait reprendre la réponse pour qu'elle la respecte. Alors, on peut bien sûr éditer chacune des variables, on peut éditer les politiques, et une fois qu'on les a éditées, on peut publier une nouvelle version, tester cette nouvelle version, et donc valider que le guardrail répond bien à nos règles métiers. Alors, je vous propose maintenant d'accueillir chaleureusement Bastien Rolando de Conto, qui va nous présenter les agents et le paiement fractionné. Je fais bien ça. Merci. Donc, enchanté, Bastien de Conto. Donc, pour ceux qui n'étaient pas à la keynote de ce matin, je vais faire un petit rappel de ce qu'est Conto. Donc, Conto, c'est un compte pro tout en un. On a à peu près 500 000 entreprises sur les 8 ans sur lesquels depuis on est actif. On a un support personnalisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, très pratique. Et on est présent dans 8 pays en Europe et on a une incroyable type de 1600 personnes. Ce qu'on aime, nous, c'est aider les entrepreneurs. Et on a développé une nouvelle fonctionnalité à Conto qui permet, donc si je prends un exemple, je suis boulanger, mon four, il ne marche plus très bien, j'ai besoin de le changer. Bon, je dois acheter un nouveau four, super. Mais bon, la trésorerie, j'ai pas envie d'utiliser 80% de ma trésorerie pour payer un four, parce que j'ai des employés à payer, j'ai la farine qui arrivera bientôt, il faut que je paye mon fournisseur. J'ai pas envie de me mettre en danger financièrement si je paye mon four d'un coup. Heureusement, et si vous êtes éligible, Conto permet désormais de faire du paiement fractionné, c'est-à-dire vous faites votre transfert pour financer votre fournisseur de four, et on vous propose en dessous de choisir de payer en 3, 6 ou 9 mois avec un taux d'intérêt, évidemment. Donc ça, c'est une super feature, ça peut aider énormément d'entrepreneurs en France et en Europe, mais évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des problématiques opérationnelles, parce que chaque transfert devait être vérifié manuellement par des équipes spécialisées. Donc ça, non seulement c'est lent, mais en plus de ça, ça nous demande également au fur et à mesure qu'on donne accès à cette fonctionnalité, on doit augmenter la taille des équipes pour vérifier. C'est logique. Mais on est une scale-up. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Grandir linéairement par rapport à l'accès qu'on donne, on cherche à l'éviter. Et surtout, admettons qu'on ait des règles, dès qu'on veut faire la moindre modification, on doit former toutes les équipes et tout le monde doit avoir la même application des règles, ce qui est de plus en plus complexe. Donc vous l'imaginez, c'est pour ça que je vous en parle à cette session, on s'est dit comment est-ce qu'on peut l'automatiser. Donc qu'est-ce qu'on doit automatiser? On doit automatiser parfois des problématiques qui pourraient être simples. Donc ça, c'est ce qui est public sur le site, les conditions d'utilisation. Et il y a des informations globalement, si j'avais juste un OCR, j'extrais la date de la facture, je peux voir, la facture est trop vieille. Je n'ai pas besoin de quelque chose de très intelligent pour faire ça. Mais ça se complique vachement dès qu'on doit avoir des informations un peu plus complexes. Par exemple, que fait le fournisseur? Ou de quoi traite la facture? Si je suis boulanger, mais que je fais... c'est une facture pour mes vacances à Tahiti, c'est pas forcément quelque chose qu'on va vouloir financer. Et ça, c'est dans les conditions d'utilisation aussi. Si jamais c'est une facture, en fait, je fais un virement à mon petit cousin, non, on avait dit que c'était un four. Donc voilà, il y a des choses qui sont à vérifier quand même et qui demandent d'avoir une compréhension humaine derrière. Donc c'est là qu'on se dit, mais est-ce que des agents, ou des LLM en tout cas, marcheraient pas bien? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on se dit, oui, on va faire un système multi-agent. Pourquoi multi-agent? Ça a été expliqué avant par Patrick. Parce que si on demande à un LLM de prendre toutes les infos d'un coup et de prendre une décision, globalement, ça marche moins bien. Également, alors on lit la facture en premier temps, et en deuxième temps, on va demander à chercher des informations extérieures. Parce que souvent, le fournisseur, la personne, donc notre vendeur de four dans ce cas, n'est pas forcément un client Conto, donc on ne sait pas forcément qui est cette personne. Donc on va pouvoir le rechercher sur Internet. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie d'analyse, qui va du coup pouvoir prendre les règles des conditions d'utilisation et pouvoir les appliquer, tout simplement. Donc je vais faire un petit zoom sur l'agent de recherche, qui est celui qui permet de récupérer des infos extérieures, qui est du coup ce qui a permis un peu de régler ce sujet qui était impensable avant les agents. Donc cet agent, alors petite info aussi, lorsqu'on crée un agent, souvent c'est bien de lui donner un background, une histoire, ou en tout cas de lui dire, bon voilà, c'est cet état d'esprit que tu dois avoir lorsque tu vas résoudre des tâches. Donc cet agent-là,
on lui dit voilà, tu es un spécialiste en récupération et en analyse d'informations entre acheteurs et fournisseurs. Et enfin, on lui donne une tâche, donc il va résoudre la tâche en ayant cet état d'esprit, il dit voilà, à partir de toutes les informations que tu as sur cet acheteur, ce fournisseur, que tu as pu extraire de la facture, donne-moi toute cette liste d'informations. Donc c'est une liste d'informations qui contient la réputation, le nombre d'employés, l'adresse, qui sont les propriétaires de cette entreprise, tout ça. Donc pour faire ça, on lui donne accès à 2 outils ou plus, mais là je vais vous en expliquer que 2. Le premier c'est Serper, qui est un outil public, payant évidemment, qui permet de faire des recherches sur Google. Ça permet de récupérer sous forme prête à utiliser pour un LLM des recherches Google. Et le deuxième, c'est une API qui permet de récupérer des informations à partir d'un SIREN ou un SIRET d'une organisation pour connaître, entre autres, qui en sont les propriétaires ou quelle est leur activité déclarée. Voilà. Donc cet agent, pour nous, c'est un peu l'agent cœur qui permet d'enrichir des données qu'on a, nous, en interne, avec des données externes qu'une équipe manuelle aurait dû aller chercher par elle-même sur Google. Donc c'est vraiment ça qui permet de gagner beaucoup de temps. Donc comment est-ce que tout ça marche ? On va dire qu'il y a 3 briques principales. La première, qui est centrale, c'est CrewAI. CrewAI, c'est un framework open source qui commence à s'imposer un peu plus en termes de, disons, un niveau supérieur à LangChain, pour ceux qui connaissent. Ça permet d'aller très vite, construire des agents très vite, et c'est intégré avec beaucoup de providers, dont Bedrock, vous en doutez, qui permet pour nous de gérer tous les modèles de fondation. Et quel modèle de fondation on utilise ? On utilise Claude principalement, donc Sonnet, Haiku, en fonction du use case par exemple. La recherche utilise plutôt Haiku, et la vision et la décision prend plutôt Sonnet 3.7. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise Bedrock à Conto ? Ça a été bien expliqué avant, mais je reprends tout de suite. On est une institution financière. On ne peut pas se permettre d'appeler Anthropic, OpenAI aux US avec des données clients. Ce n'est pas pensable. AWS, c'est notre provider de cloud, donc on est PSE, donc prestation de services essentiels externalisés, qui permet qu'on est en conformité à ce niveau-là, niveau GDPR. On a aussi tout le système de sécurité d'AWS qu'on a en place à Conto, dont Bedrock hérite, naturellement. Donc staging, prod, IAM et compagnie. Et Bedrock était également bien intégré avec CrewAI. Quand j'ai fait mes premiers tests, avoir CrewAI qui appelle Bedrock, ça m'a pris 10 minutes. Pour faire un prototype de tout ce système-là, ça m'a pris 2 jours. Donc c'est quelque chose qui ne demande pas forcément énormément de besoins. Donc entre CrewAI et Bedrock d'un côté, ça permet d'aller très vite. Vous pouvez très vite avoir un prototype en place. Et donc là, on parle plus d'un prototype, mais si jamais vous souhaitez aller plus loin et monter à l'échelle, aller en prod, il y a donc le système d'inférence cross-région, donc ça reste en Europe. Mais si jamais vous avez une grosse demande d'un coup, donc on a plein de clients qui demandent, plein de boulangers qui ont besoin de fours d'un coup, on n'aura pas de problème parce que les modèles sont déployés sur toute l'Europe et ils peuvent appeler, en fonction de la demande, d'autres modèles déployés en Europe. Donc architecture technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour que vous voyez que c'est facile à mettre en place globalement. Mais les transferts arrivent sur un topic Kafka. Donc ça arrive sur notre appli. L'appli, elle appelle CrewAI. CrewAI appelle Bedrock. On stocke sur Postgre. On renvoie dans le topic Kafka et le résultat est appliqué. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a pas de magie derrière. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. Je vais vous prendre du coup un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Donc désolé aux gens derrière, je ne sais pas si vous voyez. Mais donc bien entendu, c'est une fausse facture. Donc globalement, la première étape, je vous dis, la vision, c'est qu'est-ce qu'on voit dans la facture. Vous voyez, voilà, l'acheteur, c'est ça, le vendeur, c'est ça, le sirène, les montants, etc. On est aussi capable d'extraire chaque ligne qu'il y a dans la facture. Bien entendu, je ne pouvais pas tout mettre. Et donc, une fois qu'il y a eu cette étape, on passe à l'étape suivante. Donc, très important à savoir, chaque agent a le contexte de ce qui s'est passé à l'agent précédent. Sinon, tout ça ne peut pas marcher ensemble. Donc la deuxième étape, c'est la partie recherche que je vous ai présentée tout à l'heure. Et on voit qu'ici, il a été capable de récupérer, donc pour l'acheteur, qui en sont les propriétaires, pour le vendeur aussi, l'adresse, etc. Et je vous demande de faire juste petite attention. Vous voyez qu'entre l'acheteur et le vendeur, il y a quelqu'un en commun qu'il a pu trouver. C'est la seule chose sur laquelle il faut faire attention là-dessus. Et une fois que tout ça a été fait,
la décision peut être prise. Donc on voit, en effet, le document est non conforme. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il manque le sirène du vendeur. Ah oui, en effet, c'est dans les conditions, on a besoin du sirène, on a besoin de savoir vers qui va cette facture. Également, on voit que c'est des loyers. C'est actuellement, dans les conditions d'utilisation, ne permet pas de payer des loyers. Donc, c'est aussi indiqué. Et enfin, c'est ce que je vous indiquais avant, on voit que l'acheteur et le vendeur, quand on va voir qui en sont les propriétaires, il y a une personne en commun. Donc, c'est-à-dire que la personne qui dit « Ah non, je veux payer un fournisseur », en fait, l'argent lui revient, quoi qu'il arrive. Ce qui est également quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc, ça, on pourrait prendre une décision automatique en disant « Voilà, bon, il n'y a pas le sirène du vendeur. » Donc, on pourrait refuser automatiquement ce financement. On pourrait aussi dire « Bon, je ne sais pas trop quoi faire, mais quand un agent arrive sur ce transfert, il a déjà toute l'explication qui est là. Il n'a qu'à vérifier si ça c'est vrai, ne serait-ce qu'un cas, et hop, il peut passer au transfert d'après. » Donc même si on ne prend pas une décision automatique, on est capable d'aider l'agent ou les équipes à aller beaucoup plus vite. Donc finalement, on est passé à, en moyenne, 6 heures quand on voulait prendre une demande de financement, à 5 minutes en moyenne sur les demandes de financement sur lesquelles on a déployé l'automatisme, bien sûr. Ce n'est pas encore 100% déployé. Actuellement, il y a 25% du flux qui est automatisé, et le but, c'est de passer à 80% d'ici la fin du semestre. Et enfin, ça permet, dans le futur, de pouvoir ouvrir cette fonctionnalité à beaucoup plus d'utilisateurs de Conto pour qu'ils puissent grandir plus vite, ne pas dépendre d'avoir peur d'avoir leurs flux, leurs trésoreries qui sont, on va dire, à risque. Et du coup, ça permet de faire en sorte que Conto reste, ou du moins s'améliore pour être la banque que tous les entrepreneurs adorent. Et merci aux agents. Et ça risque d'évoluer par la suite. On va continuer d'utiliser ce genre de choses à Conto. Voilà, c'est tout pour moi. Merci infiniment, Bastien, pour ce témoignage sur la manière dont vous innovez pour vos clients chez Conto avec l'IA générative. Donc, pour conclure, déjà, je voudrais qu'on revienne rapidement sur ce qu'il faut retenir de cette session au niveau technique. Si vous souhaitez utiliser l'IA générative pour transformer les process de votre organisation, il vous faut 1, des modèles de fondation, 2, il vous faut des agents pour pouvoir interagir avec vos systèmes d'information, et 3, il vous faut des garde-fous pour une IA responsable et pour éviter les erreurs. Alors, avant de terminer, je voudrais vous donner quelques ressources pour que vous puissiez passer à la pratique. Si vous souhaitez apprendre et en savoir plus sur les technologies dont on a parlé aujourd'hui, alors première ressource, donc le QR code qui se trouve sur votre gauche, c'est un workshop sur Amazon Bedrock Agent. Le deuxième QR code, c'est un workshop sur Amazon Bedrock Guardrails. Et le troisième, c'est un workshop un peu plus générique sur Amazon Bedrock avec des use cases pratiques. Donc ça, ce sont des ateliers que vous pouvez réaliser chez vous dans votre propre compte AWS. Si vous préférez faire des ateliers encadrés, n'hésitez pas à consulter le programme de nos Immersion Day. Ce sont des présentations techniques avec des ateliers pratiques, donc basés sur le même type de workshop que la ressource de la slide juste avant. C'est animé par nos architectes de solutions et spécialistes, donc c'est nous. C'est animé en français et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à scanner ce QR code pour voir le programme et à suivre le programme régulièrement puisqu'on met à jour ce programme au fur et à mesure qu'on publie les sessions. Et enfin, une dernière ressource, c'est Skill Builder. Skillbuilder.aws, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez créer un compte gratuit et vous avez une offre de formation en ligne qui vous permettent donc d'acquérir des compétences sur le cloud AWS. Et une toute dernière chose, donc on apprécie énormément vos retours sur les sessions, donc n'hésitez pas à répondre à l'enquête sur l'appli mobile. Ça nous permet de prendre en compte vos remarques sur les sessions et de nous améliorer pour la prochaine fois. Il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette session et d'avoir participé au Summit AWS de Paris 2025. Et je vous souhaite donc une excellente fin d'après-midi en notre compagnie. Merci à Patrick et à Bastien. Et bonne soirée à tous.